Merci, Monsieur le Président. Cher Hubert, je suis heureux que vous souteniez aujourd'hui devant nous. D'autant plus que je suis votre co-directeur, et j'ai été un co-directeur un petit peu rugueux, un petit peu abrupt, un petit peu brutal. Voilà. Mais sachez que ce n'était pas dirigé contre vous, évidemment, ça ne touche pas votre personne, c'était essentiellement sur votre travail pour vraiment que vous arriviez à sortir quelque chose de solide, de sociologique. Ce que vous êtes aujourd'hui arrivé à faire. Voilà. Donc j'en suis très heureux, même si j'ai été un peu, parfois, pas très agréable dans les relations que nous avons eues. Je me souviens d'un mail que j'ai envoyé l'année dernière, qui était un peu brutal. Bon, voilà. Donc c'est pas... Bon, c'est très... C'est pas une excuse, hein, je veux dire, c'est comme dans les mauvaises séries B, hein, il y a toujours un bon et un méchant. Voilà, donc j'étais un peu le méchant. Je suis un peu comme ça, en train de me défaire des fois d'être un petit peu, bon, un peu abrupt, c'est vrai. Voilà. Mais, encore une fois, c'était pas dirigé contre vous. Donc j'en viens à votre beau travail. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce que Martine a dit, hein, parce qu'elle a tout développé, donc je vais reprendre quelques points. Hein, je vais vous reprendre sous 4 points. Donc c'est plutôt dans une perspective non pas critique, hein, mais plutôt d'ouverture, et même peut-être de réflexion sur un travail post-doctoral. Hein, il y a énormément, c'est toujours comme ça les thèses, il y a toujours des éléments qu'on n'a pas pu développer plus avant, et donc qui mériteraient ensuite un développement et qui sont de bonnes pistes de développement ultérieur. Donc mon premier point va concerner la présentation générale. Alors je vais aller vite puisque tout a été dit. Donc on a une belle thèse de plus de 300 pages avec une riche bibliographie, des annexes qui sont variées avec des entretiens. On notera avec satisfaction une table des matières, bien détaillée, un sommaire, un répertoire des sigles et des abréviations. Il manque peut-être un index onomastique, enfin bon, et un index des notions. Mais bon, ça aurait été un petit plus, mais sans plus. Un petit plus sans plus. Sur la forme de cette thèse, on peut dire qu'elle est mise en valeur par une rédaction qui est soignée. Hein, c'est un travail d'écriture qui est soigné, avec un souci de concision. Hein, il n'y a pas de grande digression. On est toujours dans le cœur du sujet. Il y a beaucoup de précision de votre part, hein, pour un sujet, effectivement, qui, comme vous l'avez rappelé, est à la frontière avec le champ médical. Hein. Le champ médical, mais aussi, là aussi vous l'avez rappelé, le champ juridique. Ça traverse un certain nombre de champs, et donc il faut essayer de trouver une voie médiane avec la sociologie. On peut ajouter en première impression que chaque... Merci. Rien d'autre à ajouter? Non. Bien, alors je vous suggère, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, de faire une petite pause, une dizaine de minutes. Nous sommes tout à fait dans les temps. Pour aller nous relaxer un peu, je crois que le soleil est un peu sorti. Parce que nous avons un temps presque congolais, hein, tout ça, actuellement.
Et sans plus tarder, je vais céder la parole à votre premier rapporteur, à Jean-Martin Rabault, pour vous dire ce qu'il pense, lui aussi, de votre travail. Très bien, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je salue mes collègues de table et je remercie Madame Martins-Beras de l'invitation qu'elle m'a faite pour intégrer ce jury. Ensuite, je salue le candidat Hubert et je le félicite d'emblée pour le très beau travail qu'il nous a remis. Et je salue également les personnes ici présentes, le club des supporters et des fans. Voilà. Alors, je vais vous faire part de mes observations. Je vais d'abord me prononcer sur la structure de votre travail, les différents chapitres. Ensuite, j'en soulignerai les points forts. Je ferai une suggestion, je poserai une question et je ferai la conclusion. Ça vous va comme programme? Oui. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, je vais quand même commencer par un point qui n'a pas été prévu, le titre, puisque le professeur Denis Fleur d'Orge en a parlé. Je pense que c'est pertinent de parler de sociologie de la maladie, peut-être plus que de sociologie de la santé. De toute façon, il y a un côté positif dans la santé qu'on ne retrouve pas dans la maladie. La maladie, ça pose problème. C'est comme si un sociologue de l'éducation, par exemple, faisait un doctorat, une étude sur la réussite scolaire. Je pense que le point de vue de l'échec scolaire pose plus de questions, et plus problématique. Et l'une des étymologies, peut-être farfelues, du mot maladie, c'est quand même mal à dire. Ce qu'on n'arrive pas à dire par pudeur, par peur, par crainte, par honte, on ne sait pas trop. Et je crois qu'en quelque sorte, vous êtes le porte-parole des malades que vous avez interviewés, sur lesquels vous avez travaillé, et aussi le porte-parole des maux qui touchent votre pays, dans le fond. Et c'est ça l'intérêt de la sociologie de la maladie. Alors, votre thèse aborde un thème tout à fait actuel pour notre discipline, la sociologie. D'une part, l'interprétation de la maladie du sida dans le contexte d'une ville africaine, Kinshasa, au moyen des représentations sociales que la population s'en fait, et aussi des choix thérapeutiques qui en découlent. D'autre part, une explication des carences du système de santé congolais et une recherche des moyens pour y remédier. Alors, je vais reprendre les différentes parties, parce qu'il me semble qu'il y a une bonne séquence logique, ça, on l'a déjà souligné. Votre thèse est très très bien structurée. La première partie de votre thèse porte sur la théorie et la définition des concepts de la maladie, en rapport avec le normal et le pathologique, en tant que déviance par rapport aux normes biologiques et sociales, celui de santé publique, de droit à la santé, de politique de santé. C'est avant tout la portée sociologique de ces définitions qu'il faut retenir, car au travers de la conception que l'on se fait de la maladie et des remèdes qu'on y apporte, c'est la société elle-même qui se donne à voir. Les considérations sur l'origine du sida en référence aux mythes qui s'y rapportent sont tout particulièrement intéressantes. Malédiction des ancêtres, piqûre du serpent ancestral, page 41, morsure d'animaux, défaillance d'un vaccin antipoliomyélite, rites sexuels, armes biologiques américaines, on a les théories du complot, maladie envoyée par les Européens à la page 187 pour limiter la croissance démographique du Congo et pour écouler la production de préservatifs d'Europe, etc., etc. Châtiment divin, page 73, armes biologiques américaines, intervention diabolique, hein, diabolone, celui qui sépare, voilà, c'est celui qui sépare, qui se met en travers, le diable. Hein. Et cette première partie
montre encore que l'épidémie est due à des pratiques elles-mêmes reliées à des croyances, la pratique de l'excision, des scarifications, des tatouages, le multipartenariat en matière de sexualité, le refus du préservatif, l'usage récurrent des aphrodisiaques, le débridement sexuel, la polygamie, la pratique du lévériat, etc., etc. Enfin, l'épidémie du sida n'est pas étrangère au type d'organisation sociale et politique du Congo, vous soulignez, avec la prévalence de la structure clanique, le contrôle du territoire par les forces spirituelles, la chefferie, notamment pour ce qui touche à la croyance dans le pouvoir magique des chefs et de leurs fétiches. Cette première partie termine sur une classification des modèles d'analyse, le modèle ontologique qui réduit la maladie à une chose étrangère, comme vous le dites à la page 106, la maladie comme non-moi, le modèle fonctionnel qui conçoit la maladie comme dérèglement, le modèle exogène qui implique une extériorité pathogène, au sens où l'individu est victime d'une puissance anthropomorphique, l'influence morbide des planètes, page 112, etc. Et puis le modèle endogène qui privilégie une explication en termes, et je vous cite, de prédisposition de type caractériel ou astral, page 114. Alors là, on est bien en plein dans la sociologie de l'imaginaire. La deuxième partie de la thèse est consacrée à l'étude de la maladie du sida à Kinshasa. Vous y proposez une approche sociodémographique de la ville en étudiant la dégradation du système de santé en rapport avec les transformations urbaines. Vous proposez également une réflexion élargie sur les causes de la propagation de l'épidémie du sida en portant votre attention sur l'importance des phénomènes migratoires, principalement dans les zones frontalières, mais aussi sur la prostitution qui jouit d'un investissement imaginaire de la part des Congolais, et enfin sur les croyances sociales et culturelles. Un troisième chapitre est consacré aux itinéraires thérapeutiques des malades du sida, à la médecine populaire, aux discours et pratiques de guérison. Tout l'intérêt de ce chapitre réside dans l'exposition de la pluralité des approches de la maladie dans les représentations que le commun des mortels s'en fait, de la pluralité des chemins thérapeutiques qui s'offrent à l'individu et qui, en l'absence de toute culture médicale, c'est votre expression à la page 205, l'éloigne des canons de la médecine occidentale en accordant une importance égale, si ce n'est une ascendance, aux guérisseurs, féticheurs, pasteurs par rapport aux médecins. À la page 236, vous affirmez explicitement qu'il y a, et je vous cite, transfert de confiance de la médecine à l'Église. Alors, enfin, dans cette partie, vous étudiez également les stratégies de lutte pour la survie des malades du sida. Aussi bien les stratégies individuelles, avec les activités de vente et le petit commerce, les formes d'entraide qui affirment avec force l'institution du collectif, à l'instar de la famille, page 255-260, des confessions religieuses, 260-263, des rituels, 233-275. Cette troisième partie montre en outre que le partage collectif d'une culture de la mort, c'est votre expression à la page 156, favorise des stratégies de survie et aussi, d'une certaine manière, la joie de vivre, palpable, par exemple, dans les expériences musicales que vous citez à la page 137. On retrouve là un des thèmes de la postmodernité comme gestion de la survie, comme l'entendait Michel Maffezoli. Je vais maintenant souligner quelques points essentiels qui font la force de ce travail. Premièrement, cette thèse ne se contente pas du paradigme médical dans la compréhension de la maladie et de ses traitements. Bien au contraire, elle reste ouverte à une approche multidisciplinaire qui tient compte des autres facteurs, comme les idiosyncrasies locales, à l'instar des préjugés, des stéréotypes, des croyances, des rites, des coutumes et des traditions. D'ailleurs,
la relativisation du paradigme médical au profit d'un paradigme sociologique plus large est revendiquée tout au long de votre thèse. Votre thèse s'inscrit donc bien dans le cadre d'une sociologie de l'imaginaire. Face aux limitations du paradigme médical, vous avez jugé utile d'étudier l'imaginaire social qui sous-tend les représentations sociales du sida. Ce travail porte donc sur ce que Durkheim appelait les habitudes mentales et Georges Gusdorf les structures mentales. L'originalité de ce travail consiste dans le fait que vous vous intéressez aux croyances des patients qui influent sur leur manière d'envisager la maladie et d'y faire face, en l'absence ou à cause de la carence de systèmes de soins publics efficaces. En effet, face à l'inefficacité des services de santé dans l'espace public de la ville de Kinshasa, les patients malades du sida recourent à des féticheurs, guérisseurs et pasteurs. Deuxièmement, cette thèse privilégie une conception holistique dans l'approche de la maladie, plus ouverte à la compréhension de la multiplicité des motifs au fondement de toute action sociale, plus ouverte aussi à la reconnaissance de la proximité et de la complémentarité des activités sociales qui, en Occident, ont été soumises au processus de la spécialisation et de la séparation. Je vous cite à la page 92, « Magie, religion, médecine et art vont ensemble au Congo ». C'est bien la vision holistique. C'est encore au nom de cette conception holistique que vous accordez une place fondamentale à la famille, aux parents proches, que vous nommez le groupe, Martine Zibéras l'a cité, organisateur de la thérapie, à la page 101. Vous vous inscrivez donc dans la droite ligne des travaux de Durkheim pour montrer toute l'importance du groupe dans le dénouement des problèmes individuels. Un problème individuel est toujours d'essence sociale, tout comme son dénouement. Troisièmement, cette thèse accorde une large place au soubassement imaginaire de toute structuration sociale. Elle est donc respectueuse des différentes logiques à l'œuvre dans la société congolaise. Du point de vue de l'action instrumentale, on ne peut que constater le caractère non logique, pour reprendre une catégorie du sociologue Vilfredo Pareto, des malades du sida. Il s'agira alors de comprendre, d'un point de vue sociologique, le pourquoi de ces actions non logiques et de reconnaître avec vous l'existence de manières d'agir, de penser, de sentir, comme disait Durkheim, différentes, pour ne pas dire contradictoires. En somme, il s'agit pour vous de comprendre pourquoi les structures informelles de prise en charge prennent le pas sur les structures formelles, comme les hôpitaux et les associations de lutte contre le sida. Pour vous, il s'agit donc de confronter la coexistence de structures